Est-ce que vous voulez mettre un casque ou pas? Vous aimez bien vous entendre ou pas? Comme Comme vous voulez, non, c'est non, c'est pas moi qui décide ce genre de Est-ce que je peux choses. faire une petite photo ou pas? Tu fais ce que tu veux. la salle de lecture. Camille de Peretti, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast de la salle de lecture. Un podcast en 4 épisodes à l'occasion de la sortie de votre 9e roman, et oui déjà, L'inconnu du portrait. Un podcast donc sous l'angle très strict du postpartum et en forme d'interview un peu particulier dont je vous donne le principe. Vous avez devant vous des enveloppes et dans chacune de ces enveloppes que vous piocherez au hasard Fragonard, eh oui, cette introduction comporte des subtilités en sous-texte. Dans chacune de ces enveloppes, donc, se trouve une question qu'il vous faudra, Camille, lire à haute voix avant d'y répondre de même ou pas. Alors, est-ce que c'est clair? C'est très clair. Est-ce qu'on peut y aller? On y va. Alors, c'est parti. Alors, Première enveloppe. première enveloppe. Il y a des naissances plus ou moins difficiles. Certaines laissent même des traces ou des cicatrices qu'on garde toute sa vie. Oui, c'est une question sans point d'interrogation. On parle de livres ou on parle d'enfants? Eh ben, c'est un peu le principe de ce podcast, Camille. On est un peu perdu entre les deux. Là, je ne peux pas répondre à cette question sans parler de mon enfant. Je suis obligée. Parce que j'ai 3 enfants et que l'aîné, qui aujourd'hui a 14 ans, est un enfant handicapé mental très sévère, qui a une délétion génétique qui s'appelle 22q13. Et cette naissance, elle a été... alors, la naissance elle-même s'est très bien passée, mais depuis le jour de sa naissance, ma vie a été une suite d'épreuves extrêmement lourdes et difficiles. Et donc, oui, là, on est dans les traces et les cicatrices pour toute la vie, puisque mon fils de 14 ans restera un bébé toute sa vie. Il a comme 6 mois d'âge mental, vous voyez ce que je veux dire? Et est-ce que ça influence mes livres? Ça, obligatoirement. Ça, c'est quelque chose qui est tellement fort et tellement dur que vous pouvez pas être la même personne du tout. C'est autant comme on dit, on n'est pas la même personne avec ou sans enfant et tout ça, et ben c'est à peu près aussi violent que d'être avec un enfant handicapé ou un enfant normal. Mais là, on parle effectivement dans ce podcast de livres, avec cette espèce de métaphore un peu pourrie sur le postpartum, je vous l'accorde, mais enfin on est là. Je n'entendais pas rentrer dans la profondeur de la relation parent-enfant avec tout ce qu'elle peut impliquer, mais néanmoins, puisque vous en parlez, il y a cette notion dans la naissance, dans le fait de mettre un enfant au monde, de la confiance qu'on a dans la vie et de ce qui se passe et qu'on n'avait pas prévu, comme le handicap de votre fils de Ouais. 14 ans. Donc, dans le livre, ça se traduit comment? La différence, c'est que lorsque le livre sort, il vous appartient plus. Il appartient au lecteur. C'est Stephen King qui dit sans votre lecteur, vous n'êtes qu'une misérable voix qui couine dans le vide. Un livre sans lecteur, il n'existe pas. Donc à partir du moment où il n'est plus à vous, bah il vit sa vie. Et alors qu'un enfant, normalement, il devrait ne plus être à vous et vivre sa vie, mais vous le gardez un petit temps quand même à la maison contre votre cœur. Et puis à un moment, effectivement, il faut qu'il aille voyager dans le monde. Et cet enfant-là, ce premier enfant que j'ai eu, lui, il restera accroché à moi toujours. Contrairement aux autres enfants et contrairement aux livres, parce que les livres, moi, je les écris pour qu'ils s'envolent. D'accord. D'accord, il me semble que c'est plus proche que ça, mais je vous entends. C'est-à-dire que les enfants ne vous appartiennent pas, les livres ne vous appartiennent pas, et il se passe des choses avec tout ça, mais le livre est toujours votre livre tout au long de son existence. Bah, je suis pas sûre parce que d'abord, qui relit ces livres? Je Ça, sais pas. c'est une question, je ne sais pas. Je crois pas que les écrivains relisent leurs propres livres. Ou alors peut-être parce qu'un jour vous êtes invité et qu'on vous demande de relire un passage ou quelque chose comme ça. Mais moi, je suis même pas sûre de me souvenir des noms de tous les personnages de mes livres. J'en suis à mon 9e et j'ai l'intention d'en écrire encore beaucoup. Moi, les livres, je les porte, mais une fois qu'ils sont publiés, qu'ils sont dans les librairies, c'est vraiment des objets qui sont presque éloignés de moi. Et d'ailleurs, je pense que ce serait très décevant pour moi de relire des livres que j'ai écrits. Alors parfois non, parfois, d'ailleurs quand on relit quelque chose, on dit « Ah, c'était bien ça, c'était pas mal, je me suis pas trop mal débrouillée ». Mais sinon on dit « Oh, bah, c'était pas ça qu'il fallait écrire, c'était pas comme ça, c'était pas comme si ». Parce qu'on attend toujours le prochain livre.
En fait, on est toujours en train de porter le prochain et d'aimer celui qu'on a en nous beaucoup plus violemment et beaucoup plus fort que celui qui est terminé. C'est vraiment comme le désir, quoi. L'écriture, c'est comme... c'est vraiment, il y a un rapport entre l'écriture et le désir. Et quand on obtient ce qu'on désire, on n'en veut plus. Et puisque, ouais, je suis désolé, on est en train de partir sur un autre podcast, en fait, mais c'est pas grave. Est-ce que ça fait comme avec les photos, quand on regarde des photos de soi plus jeune, par exemple? Si je regarde des photos de moi quand j'ai 20 ans, je me dis, mais en fait, j'étais pas mal. Ah oui. Et je regrette finalement de ne pas avoir plus peut-être profité du fait que j'étais peut-être mieux que ce que je pensais à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est pareil pour les livres? Alors, je ne sais pas, parce qu'il y a sûrement des photos aussi où vous dites « Oh là là, qu'est-ce que j'étais vilain !» Non, Non? non. Franchement, Pas non. ça. Non, je me Moi, trouve toujours mieux que maintenant. Avant, parce que moi, par exemple, en regardant des photos de mes enfants, par exemple, quand ils sont bébés, je dis « Mais qu'ils étaient moches !» Ah oui, bébés, ils sont moches. Alors Oui, que, et oui. sur le coup, je les trouvais magnifiques. Je trouvais que c'était les merveilles du monde. Oui, mais on est drogués. Donc, je pense que c'est pareil avec les livres. Moi, j'aurais plutôt cette version-là. C'est-à-dire que, à part quelques fulgurances, quand les gens me citent des phrases, je dis, elle est bien cette phrase-là. Mais c'est une phrase. Il y a vraiment l'idée d'écrire et d'être exigeant et de construire et de progresser. Moi, je crois beaucoup au travail, surtout en écriture. Et donc, je suis complètement en train de m'embrouiller. C'est très bien. Tant mieux, tant mieux. On va passer directement, si vous voulez, à une autre enveloppe. D'accord. Et on va essayer de voir si ce podcast peut tenir le coup On va voir. sur l'angle du postpartum. Alors, c'est parti. Ce qui n'est pas sûr. Est-ce qu'il existe des livres plus ou moins désirés? Est-ce que ce sont les plus désirés qui s'en sortent le mieux? Bah oui, là, on est dans le désir à nouveau. Je pense qu'il y a des phases. C'est-à-dire qu'au départ, quand on a la première idée, la première phrase, c'est plus fort que la plus forte de toutes les passions. On est à fond, on se dit mais ça va être extraordinaire, ça va être génial, mais c'est exactement ça ce qu'il faut que j'écrive. Je tiens mon histoire, je tiens mon truc. Et donc, tout est beau, tout est neuf. Et puis après, on commence à faire des recherches, à passer du temps sur la construction, sur les phrases, les paragraphes, le machin. Là. Est-ce que le lecteur va tourner la page? Et puis on rentre dans le dur, quoi. Et ça dure longtemps, parce que 1 an, 2 ans, l'écriture d'un livre. Et il y a des moments de désespoir. On se dit, mais pourquoi j'ai pris ce sujet? J'ai eu ça, par exemple, avec la Casati. Je me souviens, quand j'ai découvert c'est la biographie d'une femme qui a vraiment existé, qui était une marquise italienne incroyable, qui a vécu au siècle passé et qui est née extrêmement riche à la tête d'une fortune colossale et qui a tout perdu. Et elle a fini à Londres à fouiller dans les poubelles pour survivre. Et entre-temps, elle a dilapidé cet argent en grande partie en soutenant des artistes, en leur demandant de la peindre, parce qu'elle était très, très mégalo. Mais c'était une femme folle. Elle tenait des guépards en laisse avec des colliers de rubis. Elle marchait toute nue dans Venise avec des esclaves derrière elle qui portaient des flambeaux pour éclairer son passage. Enfin, qui était nue aussi. Enfin, elle était vraiment formidable. Et donc, quand j'ai découvert ce personnage, je me suis dit génial, hyper intéressant, hyper romanesque, une vie de splendeur et décadence et tout ça. Je tiens mon personnage historique. Je voulais écrire une biographie. Tout était parfait. Et puis au bout d'1 an, il y a eu des moments où je ne pouvais plus la saquer. Je me disais, mais quelle pétasse. Elle est là, elle dilapide tout, elle rate tout, elle fait que gâcher ses chances. Et après, on se remet en question. On dit, mais pourquoi j'ai voulu écrire sur ce genre de femme? Pourquoi j'ai pas fait la biographie de Gandhi? Pourquoi est-ce que j'ai pas... Est-ce qu'il y a des liens entre elle et moi? Pourquoi une femme si superficielle, au fond, si machin, puis si malheureuse, en amour, en tout ça, alors que... Et cette histoire de désir et tout ça, est-ce qu'ils s'en sortent mieux que les autres? Je pense qu'au début, ils sont tous très désirés et qu'il y en a qui s'en sortent mieux, effectivement, parce que, comme une sorte d'alchimie incroyable, cette première cristallisation stendhalienne qui était que tout était beau, tout était formidable, se transforme en véritable amour, ou pas. Et donc, oui, il y a des livres qui, finalement, on se dit oh, j'aurais peut-être pas dû prendre ce sujet, et puis on les aime quand même, on est attachés, on s'accroche, et puis il y en a, ils sont merveilleux jusqu'au bout, quoi. Et dans le cas du portrait, Bah, c'est clairement la magie du portrait de l'inconnu, c'est que c'est comme la tirer à la courte paille. On tire une petite paille et elle est infinie. Ce portrait de l'inconnu, plus j'avançais dans mes recherches, et plus c'était intéressant, plus je découvrais des choses, plus le truc se mettait en forme. C'était que du ravissement, l'écriture de ce livre. Alors, il y avait des moments où je me faisais des nœuds au cerveau pour essayer d'avoir une structure qui collait, parce que c'était une saga qui s'étalait sur 110 ans et que c'était difficile, l'architecture du livre. Mais elle n'a été que joie. Et quand je l'ai vue pour la première fois,
quand j'étais au musée en Italie, ça faisait 1 an que je travaillais sur ce livre et que j'avais son portrait au-dessus de ma table de travail et que je l'avais jamais vu en vrai, quoi. Quand je l'ai vue, elle remplissait tous mes espoirs. Elle était d'une beauté, mais vibrante. Je me suis dit, mais cette toile est extraordinaire. J'ai tellement bien fait d'y croire, quoi. Je ne sais toujours pas si on est dans le bon truc du podcast, mais je trouve ça très intéressant. J'avais des questions à vous poser, mais comme il y en a déjà plein dans les enveloppes, Alors, on va prendre. Donc, on est sur la 3e enveloppe. 3e. J'essaye de Il faut mettre qu'on en ouvre l'auditeur combien? dans le 600. Est-ce que les gens qui vous parlent de votre livre nouveau-né prennent des voix débiles comme pour les bébés? Et question corollaire, est-ce qu'on vous apporte des cadeaux de naissance? Il y a un équivalent de Sophie la girafe pour un bébé livre. Alors, non, pas du tout. Les gens qui parlent de votre livre nouveau-né se rendent pas compte à quel point vous ne supportez pas la critique. Et alors qu'avec un nouveau-né, ils diraient « Oh, qu'il est mignon », même s'ils le trouvent moche. Avec un livre, ils vont dire « Ah oui, alors j'ai bien aimé, mais alors plutôt là, j'ai trouvé que ce personnage, ceci, cela, ou la fin, ou le machin. » Et ils se permettent de critiquer votre enfant. Et ça, c'est intolérable parce que, évidemment, comme vous êtes une femme polie et que vous n'êtes pas une jeunette et que vous avez l'habitude de vous encaisser en disant oui, bien sûr, je comprends, vous n'avez pas aimé celui-ci, ah, vous avez préféré l'autre. Mais ils n'oseraient jamais dire ça de votre enfant. Non, il ne le dirait pas. Ils ne le diraient pas. Ils ne diraient pas ah oui, le deuxième est moins bien que le premier. Hein. Oui, vous voyez. Il y aurait une forme de politesse Voilà. sur l'enfant. Mais en même temps, vous ne le vendez pas, l'enfant, normalement. Non. Normalement. Et en fait, ça c'est terrible. Ça, c'est terrible. Et je voudrais vraiment que les gens sachent qu'un livre, là, pour le coup, c'est surtout quand il est nouveau-né, c'est vraiment comme un bébé. Et c'est hyper difficile pour nous, les écrivains, d'entendre des commentaires et des choses comme ça, exactement comme si c'était notre enfant. Alors, l'équivalent de Sophie la girafe pour le bébé livre, non, le plus beau cadeau, c'est quand les gens l'achètent. Ah oui, et quand ils l'achètent à leurs amis. Quand ils disent « Oh, j'en ai acheté 2 et j'en vais en offrir un à mon ami, à ma belle-mère, à mon... Alors ça, c'est formidable. Quelque chose qui n'arrive pas non plus avec les bébés, Non. Normalement. Non. Non. Allez, 4e enveloppe. Là, on est dans le thème. On a été dans le thème. D'accord. Super, là. J'ai compris. Est-ce que ça fait vraiment plaisir, toutes ces visites, ces photos, cette avalanche de signes amicaux quand on vient de mettre son livre au monde? Ça fait extrêmement plaisir quand il y en a. Mais il y en a. Moi, j'ai cette chance immense d'avoir beaucoup de presse et beaucoup de gens qui s'intéressent à mon livre, et des libraires, et des coups de cœur, voilà, ça, des podcasts, des gens qui m'envoient des avalanches de signes amicaux, comme vous dites. Mais il faut imaginer quand ça n'arrive pas. Pas de visite, pas de photos, pas d'avalanche de signes amicaux. On est tellement fragile à ce moment-là et c'est tellement dur. Mais vous, ça ne vous arrive pas? Ça m'est arrivé. Là, pour celui-ci, pour l'inconnu du portrait, j'ai beaucoup de chance et je suis comme après un accouchement pleine d'endorphines. Je suis très très joyeuse et jamais fatiguée, voilà. Mais on en a tellement besoin en fait de ces visites et de ces photos et de ces signes amicaux. Je comprends. Allez, 5e enveloppe. Là, on Ça y est, cartonne. d'accord. On a pris un rythme sympa, quoi. Est-ce qu'il existe des livres malchanceux qui naissent avec des handicaps ou des maladies incurables? Là, on y est. Si oui, est-ce lié à la génétique? Oui, il y a des livres malchanceux qui arrivent au mauvais moment parce que dans l'actualité, je sais pas quoi, il y a un autre truc qui est sorti et à ce moment-là, l'éditeur vous dit « mais je suis désolée, mais tu devais faire tel truc et telle émission » et puis en fait, je sais pas qui, machin est mort. Bref, ça arrive, oui. Et voilà. Les handicaps, ça, ce serait plutôt notre faute. C'est-à-dire que en tant qu'écrivain, on aurait construit le livre boiteux. Oui. Pas forcément. Ça peut être aussi que vos idées, tout à coup, ne correspondent pas aux idées courantes, par exemple. Ah, oui. Est-ce que, en fait, l'idée derrière ça, c'est est-ce que quand vous écrivez un livre, vous n'êtes pas forcément en train de vous dire je veux que ça corresponde à ce que les gens ont envie de lire? Non, ouais. Oui, non? Pas du tout. Pas du tout, en fait. Non, on écrit. Un livre, c'est un espace de liberté. Voilà. On fait ce qu'on aime et puis on fait ce qu'on peut surtout. Donc c'est pas. Même si on voulait formater un livre pour un certain public et ça, je pense que ce serait la façon la plus sûre de se fourvoyer. Donc oui, et la génétique, c'est la génétique de l'auteur. Donc oui,
c'est nous qui tenons le stylo. On peut faire des progrès. On peut travailler sa plume, ça oui. Mais après, ça reste notre plume. Donc, Mais dans cette génétique de l'auteur, par exemple, si on prend ça comme ça, encore une métaphore, ça c'est vraiment la solution pour ceux qui n'ont aucune idée comme moi. Euh, ça serait ça serait quoi votre génétique? Vous venez d'où en écriture? Si vous deviez avoir des parents, des grands-parents, des alors, oncles et tantes, je, etc. moi, j'ai eu vraiment l'idée, l'envie de devenir écrivain grâce à un professeur de français en classe de seconde qui avait fait un atelier d'écriture. Et je me suis dit, si je pouvais faire ça de ma vie, ce serait vraiment le bonheur. Mais c'était un rêve, hein, c'était quelque chose d'enfoui au fond de moi. Malgré tout, comme j'avais des grandes ambitions, je sais pas, j'avais pas peur, je me suis dit, si jamais j'arrive à devenir écrivain, je voudrais pouvoir écrire un livre de chaque genre littéraire existant. C'était ça mon idée à 18 ans. Et écoutez, là c'est mon 9e et je m'y suis tenue. Donc en termes de génétique, là c'est la citoyenne du monde. Je prends à chaque fois un auteur et je prends tout son code génétique à fond. Donc par exemple, si on prend Zola, je vais écrire un roman naturaliste. Donc, je vais lire le manifeste du naturaliste, je vais lire tous les romans de Zola, je vais décrypter ses schémas narratifs, les points tournants, le nombre de personnages, les descriptions, les trucs, etc. Toutes les méthodes des naturalistes. Zola disant, par exemple, que l'écrivain doit tenir son stylo comme on tient un scalpel. Donc, voilà, c'est parti. Donc, je me dis, je prends après mon livre préféré, qui est Nana, dans le naturalisme. Et je plaque Nana sur une histoire qui est celle de Anna Nicole Smith, la célèbre Playmate des années 90. Et je transpose ça, et voilà. Et donc, je travaille comme ça. Donc là, pour le livre qui s'appelait Blonde à forte poitrine, en l'occurrence, la génétique, elle est complètement naturaliste. Mais si je prends L'inconnu du portrait, là, c'est une saga à suspense. Donc là, je vais lire Ken Follett, Pierre Lemaître, tous les grands maîtres de la saga à suspense. Et pareil, je vais décrypter leur style, leur machin, toutes leurs méthodes, tous leurs trucs. Et je vais plaquer ça sur une histoire de... Donc, c'est ça. Donc, ma génétique, la chance que j'ai, c'est qu'à chaque fois, je dois changer de génétique. Donc, je suis jamais esclave de ça. Ou, enfin, esclave et en même temps, vous voyez. Donc, j'ai écrit un roman oulipien sous contrainte mathématique. J'ai écrit un roman épistolaire qui n'était que des échanges de lettres. J'ai écrit... Et c'est ce que je fais à chaque fois. Donc, la prochaine génétique, ce sera le prochain genre littéraire auquel je m'attellerai. Ok. Non, je trouve ça super intéressant. Après, je m'interroge sur vos propres gènes à vous. Si quelqu'un devait les étudier un jour, ça serait compliqué du coup. Bah, ce serait d'être le plus caméléon possible, en Ouais, fait. ça ressemble au truc américain, là, où on va chercher son ADN, on trouve 12 000 personnes, Ouais, c'est des ça. Indiens, des machins. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, c'est Proust qui dit l'homme qui ne lit pas de roman ne peut pas écrire de roman. Et Proust, il a toujours raison. Et, Ah. et ça, oui. Ok, je dis rien. Et en fait, je pense que la génétique de la littérature, c'est la littérature. Hmm. Il faut lire des livres pour écrire des livres. Et moi, je suis assez franche avec ça. Vous faites partie des gens qui pensent qu'une fois qu'on a lu À la recherche du temps perdu, il n'y a plus besoin de lire quoi que ce soit? Ah non, non. Non. Du tout. Ok, non, parce qu'on m'a encore dit ça l'autre fois et je me demandais quoi. Ah non, moi, vous connaissez l'histoire de Platon avec la Non, feuille de... je vous réponds non tout de Je vous suite. raconte. Vas-y. Donc Platon, il dit un truc génial. Il prend une feuille blanche et sur cette feuille blanche, il trace un petit cercle bleu. Et il dit, voilà, ça, la feuille blanche, c'est ce qu'on pourrait savoir. Et le petit point bleu, là, c'est ce qu'on sait. Et il dit, ce qui est intéressant, c'est pas l'intérieur du cercle qui est colorié en bleu, c'est le diamètre du cercle, c'est-à-dire la frontière entre ce qu'on sait et ce qu'on sait pas. Et en fait, plus vous savez de choses, plus le diamètre du cercle grandit. Donc, plus vous réalisez que vous savez rien. Vous voyez? Ok, Donc, c'est oui. ça la connaissance. Et c'est ça, les livres, c'est la même. Chaque livre vous donne envie de lire un autre livre. Donc, les gens qui n'ont pas lu beaucoup ont l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à lire. Alors que les gens qui ont lu énormément se disent « Oh là là, il me reste tellement de choses à lire » parce que plus vous lisez, plus vous vous rendez compte qu'il y a des trucs que vous n'avez pas lus. Ok, c'est Camille de Peritti. On est le matin, hein, inutile de vous dire. Donc là, j'ai des fois du mal à suivre. Merci Camille. Je vous propose maintenant de faire une petite pause afin de nous retrouver le temps d'un clic de nos auditeurs dans le 2e épisode de ce podcast. La salle de lecture.